Moustapha Sow, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ici au Africa CEO Forum. Vous êtes CEO, on peut le dire comme ça, de SF Group avec comme devise The Africa We Want. Quelle est cette Afrique? Cette Afrique que nous voulons, c'est une Afrique qui répond aux attentes de sa population et particulièrement de sa jeunesse. C'est une Afrique qui arrive à se nourrir, une Afrique qui arrive à régler ses problèmes de besoins d'infrastructures, à s'éduquer. Et que cette initiative, bien évidemment, soit guidée et dirigée par les Africains eux-mêmes et bien évidemment en partenariat avec le monde extérieur, c'est-à-dire les partenaires techniques et étrangers qui jusqu'ici ont su tirer profit en tout cas de ces opportunités-là. Et malheureusement, le résultat est ce qu'il est aujourd'hui. Donc cette Afrique-là, c'est effectivement, comme je disais tout à l'heure, une Afrique qui arrive à régler le problème de la pauvreté, à se nourrir, à s'éduquer, mais dans une initiative qui doit être dirigée par les Africains. Il y a encore du chemin, c'est plutôt le verre à moitié vide ou à moitié plein? Écoutez, il y a énormément de chemin à faire, mais il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Et ça, ce n'est pas juste basé sur l'émotion, mais c'est factuel. Si on regarde aujourd'hui en termes d'infrastructure, ça a été ces 10 dernières années quasiment le point de discussion essentiel dans tous les événements internationaux qui ont été mis en place. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en termes d'autoroutes, de routes, en termes d'aéroports, en termes d'infrastructures éducatives, notamment les constructions d'universités, d'écoles et autres. Quand on regarde ce qui se passe, même si Covid a montré l'impression que la santé n'est pas une priorité en Afrique, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été réalisées. Et il reste beaucoup de choses à réaliser parce que, comme vous le savez, le retard est tellement important et la population augmente d'année en année. Donc, ce qui fait aujourd'hui que, quel que soit les efforts ou bien quel que soit l'argent qui est injecté dans ces économies africaines, parfois on a tendance à penser qu'il ne s'est rien passé. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin qu'on voit aujourd'hui naître une jeunesse impatiente. Et ça, je pense que l'éducation qui, pour moi, est à la base de tout. Je pense qu'il y a certaines politiques éducatives qui ont été prises qui ne sont pas forcément adaptées à nos réalités. Je dis aux gens, si vous vivez dans un pays où 70% de la population vit de l'agriculture, vous devrez avoir un système éducatif où l'agriculture a un poids important. Mais aujourd'hui, quand on voit le modèle éducatif africain, c'est le même modèle qu'on avait importé du temps de la colonisation, que ce soit dans les pays anglophones ou que ce soit dans les pays francophones. Et ça pose toujours problème. Et je pense qu'il faudrait une refonte très profonde du système éducatif africain par rapport à ce que les Chinois ont fait. Parce que quand la Chine a voulu miser sur le système industriel et autres, ils ont recréé un modèle de système éducatif qui aujourd'hui, la Chine est le pays qui crée le plus d'ingénieurs par habitat. Je ne peux pas dire d'ingénieurs tout court parce que si tu regardes en termes de nombre vu la population chinoise, mais en termes d'habitat. Ce qui fait aujourd'hui que toutes les multinationales qui ont besoin d'une technologie de pointe sont obligées de s'implémenter en Chine. Et ça a permis aussi à la Chine de capitaliser non seulement sur cette expérience-là, mais aussi de développer des champions, notamment Huawei, etc. Et ça, moi, je pense que c'est le modèle dans lequel l'Afrique doit énormément s'inspirer. Il y a un débat dont on ne fera pas l'économie sur l'opportunité de certains investissements et le modèle économique proposé. Vous avez été cadre dans de grandes institutions financières, vous en avez structuré des financements, aujourd'hui à votre propre compte. Nous en reparlons tout à l'heure, mais je vous propose de remonter la machine du temps de ce Africa CEO Forum. En 2016, Mazars avait été chargé de faire une étude et qui avait défini le profil des dirigeants en Afrique. Ils avaient identifié déjà celui qui était le patriarche, mais qui n'avait pas réfléchi à comment transmettre son patrimoine. Est-ce que le profil a évolué aujourd'hui avec les nouveaux types de dirigeants? À mon humble avis, pas encore. Vous savez, pour ces problèmes culturels, en général, quand tu regardes la plupart des hommes d'affaires africains, peut-être ça est en train de diminuer un peu avec l'influence de l'Afrique du Sud. Mais si vous regardez les chiffres, d'ailleurs, je vais comparer les chiffres que McKinsey a sortis, qui est d'ailleurs un point central
de cet événement-là, c'est comment créer des champions africains. Parce que les études qui ont été réalisées, c'est que l'Afrique a 300 entreprises qui font plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Comparé à la taille de l'Afrique, c'est très peu. Et si vous regardez ces 300-là, il y a déjà l'Afrique du Sud qui prend 45% de ce montant-là. Il y a une raison pour laquelle, parce que l'Afrique du Sud a une économie beaucoup plus structurée. Les entreprises, même si c'est même familial sud-africaine, on a tendance à ouvrir le capital. Et le problème en Afrique, c'est que les gens aiment « je suis le propriétaire de tout ». Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ces entreprises ont des limites parce que chaque être humain a ses limites. Et je le dis, quand vous regardez le Fortune 500 et quand vous regardez les hommes les plus riches, on peut citer Warren Buffett, on peut citer Elon Musk, mais ces gens-là, ils n'ont même pas 10% du capital des entreprises qu'eux, ils ont créées. Et ils sont devenus aussi riches. C'est pour juste montrer que les limites, malheureusement, qu'on a toujours en Afrique, c'est qu'on a l'habitude, on n'a pas l'habitude de lâcher. Souvent, la succession se fait de père en fils ou de père en fille. Et d'ailleurs, au Sénégal, par exemple, je pense qu'on a un exemple patent d'un modèle qui a énormément fonctionné, c'est le cas de NMA. Parce que le feu, je pense que c'est Ahmed Amar, avait eu l'idée d'ouvrir son capital et de faire entrer des fonds d'investissement. Et c'est ça qui permet aujourd'hui, même s'il n'est plus là, de stabiliser et de maintenir les mêmes performances. Et je pense que les entreprises africaines, les entrepreneurs africains doivent réfléchir davantage à diversifier leur portefeuille de capital. Et je pense que tant que ce problème-là n'est pas réglé, on aura du mal. Parce que le problème, c'est que quand tu as un business model comme ça, les seuls qui peuvent t'accompagner, c'est les banques. Et ce que l'histoire nous a appris, c'est qu'il y a un autre niveau de capital dont les banques n'ont pas accès, c'est le marché des capitaux. Et c'est le marché des capitaux qu'ils ont suffisamment de capitaux qui peuvent te permettre de passer d'un niveau 1 à un niveau 10. Et tant qu'on ne réfléchit pas à réformer et puis booster nos marchés des capitaux en Afrique et puis inciter les entreprises à aller se coter dans ces bourses-là, on aura du mal à créer des entreprises qui feront plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On va essayer d'aller vite. Je vous fais deux questions en une. Nos économies dans l'Afrique subsaharienne. Les économies sont tirées essentiellement par ce qu'on appelle secteur informel, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui n'est pas structuré. Comment on fait, surtout dans des rencontres comme ça, où c'est le formalisme, où c'est structuré, les financements aussi sont structurés, comme ce que vous faites pour des grands projets d'infrastructure. Comment on fait quand l'économie est presque travestie, tirée par un secteur qui ne peut pas se structurer? Non, parce que le problème souvent qui se pose, c'est qu'on n'a pas l'habitude de travailler sur la chaîne de valeur. Quand tu viens dans un forum comme Africa CEO Forum, les transaction level, c'est des transactions structurées. En même temps, on est un peu dans l'entre-soi quand même dans ce genre de forum. Hein. Après, ça dépend. Vous savez, un forum, c'est un forum. C'est un événement qui permet à tout le monde de venir. Maintenant, chacun vient avec ses objectifs. Et si toi, tu viens avec ton objectif, qui est l'objectif de créer, de capitaliser sur quelque chose et de créer, et je peux vous donner un exemple. Moi, je suis venu l'année dernière. Et quand je suis venu l'année dernière, ça m'a inspiré de racheter Microsen et de pouvoir aussi réfléchir à des types de transactions qui sont de plus en plus inclusifs et qui prennent en compte, qui est un organisme de qui est de microfinance, exactement, et qui de mettre un écosystème dans nos schémas de financement d'infrastructures qui prennent en compte bien évidemment l'implication des entreprises locales qui ne sont pas forcément formalisées. Mais en impliquant ces entreprises-là dans ces structurations de projets, tu les obliges, parce que tu vas leur demander des états financiers certifiés. S'ils ne les ont pas, ils seront obligés de se mettre à l'avoir. Et c'est pareil pour Microsen. Aujourd'hui, on a quasiment tout le portefeuille de notre clientèle, c'est des menus. On a une politique, par exemple, à travers Microsen qui consiste à aider les entreprises. On vous donne de l'argent. OK, vous n'avez pas de garantie, mais quand même, le minimum, il faut avoir des états financiers. Et là, c'est les pousser, effectivement, à se formaliser et avec l'accompagnement de la banque, je pense qu'on peut réussir à créer cet écosystème-là. Ça prendra du temps, mais ça va venir. Je ne vais pas aussi sur la microfinance parce qu'on n'en sortirait pas. C'est un sujet assez vaste qui a été déjà évoqué. D'ailleurs, je reviens d'un sommet à Jeddah où il a été beaucoup question de financement islamique, de microfinance. Mais la question que j'aimerais vous soumettre en dernier, quand même, il est une réalité pour nos États
de l'Afrique subsaharienne, quand même d'avoir des problèmes de stabilité économique, de stabilité politique. Finalement, ça déteint sur l'environnement des affaires. Vous êtes ici à Abidjan, vous le savez, Dakar abrite très prochainement en juillet un forum Invest in Sénégal. Est-ce que l'environnement sociopolitique déteint forcément sur, disons, le doing business? Et est-ce que le Invest in Sénégal se vend encore ici à Abidjan dans le contexte que vous connaissez très bien pour votre pays? Bon, d'abord, permettez-moi de profiter de cette occasion pour prier pour mon pays qui est le Sénégal, prier pour toutes les familles qui ont perdu leur chair. Vous savez, le Sénégal est un pays où chacun est membre de la famille de l'autre. Et quand on voit ce qui se passe au Sénégal, en tant que Sénégalais vivant au Sénégal, ça nous rend tristes. Mais aussi en tant qu'ambassadeur sénégalais dans le monde des affaires en Afrique, ça nous met dans une situation très inconfortable. Parce que depuis que je suis venu à Abidjan, je ne peux pas voir quelqu'un tant que 80% de nos échanges soient liés à ce qui se passe au Sénégal. Et pour un pays comme le Sénégal, je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. Je pense qu'il est temps que chacun d'entre nous, que ce soit les politiques, que ce soit les privés, et que ce soit chaque Sénégalais, puisse réfléchir vraiment à ce qui nous a amenés à ce stade-là. Parce qu'il y a une origine à ça. Et cette origine, elle n'est pas forcément politique. Elle n'est pas forcément politique. Vous savez, les politiques, ils capitalisent sur les failles pour pouvoir construire ce qu'ils veulent construire, que ce soit des deux côtés. Et je pense qu'il est temps qu'on se retrouve et qu'on ait une discussion franche et ouverte et que chacun veuille et puisse toucher là où ça fait mal. Et c'est comme ça, c'est le seul moyen aujourd'hui de régler ce problème. Pour revenir à votre question, effectivement, c'est un problème qui est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de voir le Sénégal dans cette situation-là. Et on est à 1 mois ou à pratiquement 2 mois et demi de Invest in Sénégal. Et malheureusement, ces genres de situations, c'est des genres de situations qui créent l'incertitude. L'incertitude dans le sens où les gens ne savent même pas ce qui va se passer demain. Et donc, tant que ce problème-là n'est pas résolu, on aura du mal, en tout cas, à avoir une visibilité sur cet événement-là qui va se passer. Donc, et ça, encore une fois de plus, c'est le seul perdant dans toute cette histoire-là, c'est le Sénégal. Parce que les hommes passent, mais le Sénégal reste. Les secteurs porteurs, ou alors, qu'est-ce qui vous fait courir? Parce qu'on a vu une certaine diversification quand même de SF Group qui trône sur différentes structures, Microcène et d'autres qui sont dans la structuration de financement. Qu'est-ce qui vous fait courir? Est-ce que c'est la diversification des risques plutôt ou c'est juste des opportunités d'affaires? Non, j'ai l'habitude de dire en Afrique, tout est prioritaire. Il y a la fameuse phrase de Warren Buffett qui disait que quel que soit le niveau intellect de la personne, les choses prennent du temps. Qu'on ne peut pas faire un enfant en 1 mois avec 9 femmes différentes. Mais je dis qu'il y a une seule exception, l'exception c'est en Afrique. Et les priorités sont tellement importantes qu'il faut diversifier. Effectivement, ce n'est pas une question de prendre les risques, mais si vous regardez notre business model, la banque d'affaires, la microfinance, la structure sanitaire, les constructions d'hôpitaux, tout est lié par l'aspect financement qui est là. Mais pour revenir aujourd'hui, par exemple, à votre question initiale sur ce qui est prioritaire en général en Afrique, moi je dirais c'est l'agriculture. C'est l'agriculture. Pour moi, le secteur prioritaire numéro 1, c'est l'agriculture. Priorité numéro 2, c'est l'agriculture. Puis numéro 3, c'est l'agriculture. Parce que tant on n'arrive pas à se nourrir, on ne peut pas avoir de la stabilité. Quand on n'arrive pas à produire ce qu'on produit, à transformer ce qu'on produit, on n'aura pas de l'industrialisation. Après, les infrastructures, c'est important, mais quand tu construis des routes et qu'il n'y a pas de marchandises à transporter ou qu'il n'y a pas de produits agricoles à transporter d'une zone à une autre,
ça n'a pas de sens. Pour ça, je suis presque étonné de ça, parce que vous le savez très bien, vous fréquentez des pays pour les affaires qui se sont développés en étant des pays de service, pas des pays du secteur primaire, agriculture et élevage et autres. Mais bon, ce sera peut-être dans un autre débat. C'est des pays qui se nourrissent. Si vous regardez ces pays-là, il y a ce qui dit qu'il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase agricole. Tous les pays dont vous entendez parler d'industrialisation, c'est des pays quand même qui ont réglé ce problème depuis des années. C'est pour ça que ce n'est pas une priorité pour eux, parce qu'ils se nourrissent déjà. Après, il y a bien évidemment l'industrialisation et la 3e phase qui s'appelle phase de décollage avec les services. Mais regardez bien ces pays-là dont vous me parlez et dites-moi, est-ce que ces pays se nourrissent ou pas? Les pays où le service est devenu un point essentiel, regardez ces pays-là, est-ce que le problème de l'industrialisation n'est pas réglé? On pourrait en discuter dans le cadre certainement d'un autre entretien. Merci beaucoup. Vous bon. m'avez cité Warren Buffett 2 fois, en tout cas vous en avez fait référence. Moi je vous laisse avec cette réflexion d'un très bon socio-anthropologue qui a fait ses études, qui a fait des références au Sénégal, qui écrit en 1988 ce formidable ouvrage intitulé « Les marabouts de l'arachide ». Et il dit ceci: Cheikh Ahmadou Bamba a créé la plus grande multinationale d'économie sociale et solidaire. Mais il ne termine pas, il ajoute, il lui a manqué juste un DRH pour être coté à la bourse. Je ne sais pas ce que cela peut vous inspirer, sauf que 30 ans après, l'économie sociale et solidaire, on nous l'a vendue comme peut-être une invention qui est venue d'ailleurs alors qu'elle était déjà chez nous. Je vous laisse cette réflexion-là, on pourrait l'évoquer une prochaine fois. À méditer. Moustapha Sow, merci d'avoir été notre invité en marge du Africa CEO Forum ici à Abidjan. Plein succès. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre? C'est moi que le Sénégal soit en paix. Merci beaucoup. Merci. Nous remercions bien entendu toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cet entretien. Merci beaucoup.